Bonjour tout le monde. Alors, on est bien contente d'être ici avec vous, à la fois en enregistrement et en vrai. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions dans quelques minutes. Alors, cet après-midi, on va vous parler d'un projet de recherche qui est maintenant terminé, mais comme vous allez voir à la fin, qui a une suite. Donc, c'est quand même super excitant puis bien intéressant. Le projet s'appelle Réfléchir pour agir ensemble en formation et en sensibilisation. C'est une initiative qui vise une société inclusive pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Alors moi, je me présente, je suis Annie Rochette, professeure titulaire au programme d'ergothérapie à l'École de réadaptation, puis chercheur régulier au CRIR. Bonjour, Lise Roche, directrice de programme pour la Fondation Mirella et Lino Saputo. Bonjour, Jackie Roberge-Dao, étudiante au doctorat et coordonnatrice du projet et membre étudiant au CRIR. Puis je vais juste en profiter pour souligner qu'on est les trois ici aujourd'hui pour présenter, mais comme membre de l'équipe de recherche, l'autre co-chercheur responsable, en fait mon alter ego, c'est Patrick Fougirolas, qui est chercheur au CIRIS, que la majorité d'entre vous connaissez très bien. Donc c'est vraiment une initiative intersectorielle et interdisciplinaire. Lise, veux-tu nous raconter comment ça a commencé toute cette histoire-là? Oui, parce que c'est vraiment une petite histoire. Alors, une histoire qui débute le 23 octobre 2017 à ce que je pense était le premier appel à projet de société inclusive où on s'est rencontrés dans une salle. Annie et moi, on était assises côte à côte. Il y avait d'autres chercheurs qui étaient présents. Certains étaient en virtuel. Et on est sortis, Annie et moi, de la rencontre en se disant, il se fait énormément de choses en formation, en sensibilisation. Beaucoup d'acteurs sont impliqués, parfois avec des pratiques contradictoires, des pratiques très variées. Aucun portrait global existe et vraiment avec un manque de vision commune dans ce secteur-là et beaucoup d'acteurs qui sont dirigés par les opportunités, les appels à projets. Puis là, on se disait comment on pourrait partir de la recherche, partir de la collaboration entre tous ces acteurs-là pour mener à ce que tout le monde essaie de faire, soit une meilleure inclusion des personnes qui ont une limitation fonctionnelle dans les différents milieux qui sont concernés. Alors, Annie et moi, on a eu plusieurs conversations pour arriver à un projet, alors dans lequel beaucoup de personnes ont été impliquées. Alors, si on peut aller à la diapo suivante. On a commencé par former un comité de chercheurs et de partenaires, Annie, Patrick et moi. On s'est doté d'un comité extraordinaire de co-chercheurs. On a enrôlé beaucoup de partenaires, toutes des personnes reconnues pour être impliquées dans l'univers de la formation, de la sensibilisation, soit par des contenus, soit par des promotions, et une équipe de support qui nous a suivis tout au long, dont Lara Evoy, qu'on a embauchée comme consultante, qui est spécialisée là, dans les planifications stratégiques, puis qui nous a suivis tout au long du projet. Alors, je ne peux que souligner l'engagement des copartenaires, qui étaient tous d'organismes sans but lucratif, puis qui se sont beaucoup engagés là, tout au long du projet. Alors, si on va à la diapo suivante, nos objectifs, c'était vraiment autour de la collaboration entre les acteurs de la formation et de la sensibilisation au Québec pour, commencer par cartographier l'offre actuelle de services pour ces activités-là et ensuite réfléchir aux pratiques actuelles et co-développer une planification stratégique de 5 ans. Et ce qui faisait qu'on s'engageait dans ce projet-là, c'était vraiment une idée, là, une vision où on voulait optimiser l'inclusion sociale des personnes qui ont une limitation fonctionnelle et ce, par la formation et la sensibilisation. Donc, vraiment de faire en sorte de donner toute la valeur que peut avoir là, la formation et la sensibilisation dans cet univers. Alors, on est allé en 4 étapes. En 2017, on a donc débuté le projet en déterminant le besoin collectif et en établissant les objectifs du projet. 2018, on commençait la phase 1 par un scan environnemental et je ne peux que souligner l'excellent travail de Jackie dans ce milieu-là. Un scan qui nous a révélé, vous allez le voir, des choses très importantes. Une analyse et une diffusion des résultats, très important pour l'équipe parce qu'on se disait, si on veut qu'il y ait des transformations, il faut que tous nos résultats soient diffusés et la mise sur pied du groupe de travail.
2019, on entamait la phase 2, planification stratégique. Donc, tout ce monde-là ensemble a travaillé à une planification stratégique, démarche de réflexion concertée et qui nous a mené à une théorie du changement et un plan d'action. 2020, alors on était vraiment dans la diffusion et les retombées du projet, puis c'était vraiment ce qu'on cherchait au démarrage en 2017, d'avoir quelque chose de concret qui suive le projet de recherche. Donc, il y a eu création d'une table de concertation dont on vous parlera là, à la fin du projet. Annie, Jackie, est-ce que ça résume bien notre petite histoire? Oui. Avec du Excellent. sandwich et de café et de petits muffins à une époque où on allait dans des salles de réunion. Alors, Jackie, si tu veux bien nous présenter les résultats du scan. Oui, merci Lise. Donc, je vais vous présenter un survol de la phase 1, donc le scan environnemental. Donc, l'objectif du scan était d'obtenir un portrait global des activités de formation et de sensibilisation au Québec afin d'informer la planification stratégique. Donc, au début du projet, l'équipe a développé ses définitions. Donc, une activité de sensibilisation vise à sensibiliser la population afin de mieux comprendre le quotidien des personnes ayant des différences fonctionnelles. Tandis qu'une activité de formation permet l'acquisition de connaissances, habiletés ou attitudes des différents acteurs de la communauté qui interagissent auprès des personnes ayant des différences fonctionnelles. Pour la méthodologie, donc pour notre échantillon, on voulait identifier les organismes qui avaient offert des formations ou des activités de sensibilisation au Québec en 2017-2018. Donc, l'échantillonnage s'est fait de 3 façons: d'une liste préliminaire fournie par nos collaborateurs, d'une stratégie boule de neige et d'une recherche web. Nous avons développé un guide d'entretien semi-structuré, incluant des questions fermées et ouvertes permettant de décrire les activités. Nous avons réalisé 45 entretiens téléphoniques d'environ 30 minutes avec des représentants d'organismes et dans certains cas, on a complété les données manquantes par courriel. Pour l'analyse, on a utilisé des statistiques descriptives et du codage qualitatif par induction. Donc, notre échantillon final comporte 39 organismes ou 32% des organismes invités. Et le diagramme circulaire nous montre la répartition de notre échantillon selon le type d'organisme. Donc, notre échantillon vient majoritairement du secteur communautaire, suivi des organismes publics et en plus petit nombre des municipalités et du secteur privé. Nous avons répertorié... Excuse-moi. On a répertorié 129 activités offertes par ces 39 organismes, dont 71 formations et 58 activités de sensibilisation. Donc, voici un aperçu des données recueillies sur ces 129 activités. Puis aujourd'hui, je pourrais juste vous présenter quelques constats, mais sachez qu'on a présenté toute cette information-là en détail au groupe de travail, puis ça a servi à nourrir notre discussion lors de la planification stratégique. Au niveau du sujet des activités, 40% des activités sont généralistes, c'est-à-dire qu'elles portent sur toute personne ayant des différences fonctionnelles. Ensuite, 22% des activités se concentrent sur les capacités-incapacités intellectuelles, suivi de 18% des activités portant sur le trouble du spectre de l'autisme. Les populations ciblées des activités sont variées. Donc, de façon générale, le secteur de l'éducation est le plus ciblé, tandis que le secteur du service à la clientèle et les municipalités sont les moins ciblés. Toutefois, les activités de sensibilisation qu'on voit en bleu ciblent en plus grand nombre la population générale. Pour ce qui est des stratégies pédagogiques utilisées, l'expérimentation, donc de faire vivre une expérience aux participants, est la stratégie la plus utilisée pour les activités de sensibilisation. Pour ce qui est des formations, on retrouve la présentation de théorie comme étant la stratégie la plus utilisée, suivie des mises en situation. Nos résultats démontrent qu'il y a un manque important sur le plan de l'évaluation des effets immédiats des activités, surtout pour les activités de sensibilisation.
En fait, aucune activité de sensibilisation qu'on a répertoriée a évalué l'effet immédiat de l'activité. Puis pour l'évaluation de l'impact, on a trouvé que seulement 7% des activités mesuraient l'impact à plus long terme au plan sociétal. Et finalement, d'autres constats, 40% des formations sont gratuites et la majorité des activités sont assez brèves, donc durent moins de 3 heures. 69% des activités de sensibilisation sont offertes exclusivement dans les grandes zones urbaines, donc soit la ville de Montréal ou de Québec. Et on constate une disparité dans les méthodes de développement de contenu. Donc voilà, j'ai fait un bref survol de nos résultats du scan et je passe la parole à Annie qui nous parlera de la phase 2. Merci beaucoup, Jackie. Et effectivement, on a fait tout ça pour avoir vraiment une base, puis avoir un meilleur portrait de la situation, pour ensuite se rassembler, puis vraiment discuter, échanger, pour arriver à une planification stratégique, donc vraiment un plan d'action concret. Puis l'idée, c'était d'avoir une démarche de réflexion vraiment concertée avec les gens du terrain, mais aussi avec des acteurs de la recherche. Donc, on était vraiment dans une approche intersectorielle à ce niveau-là. Puis les buts de la planification stratégique, c'était d'arriver à avoir une vision commune. Donc, c'était quoi ultimement qu'on vise comme groupe au Québec pour la société? Donc, c'est quoi les changements ultimes qui sont visés? Puis en partant de là où on veut être, dans 5 ans ou dans quelques années, on pouvait revenir en arrière puis se fixer des objectifs, des moyens à plus court terme, des populations à cibler, donc des objectifs communs, puis des moyens, des conditions de succès, c'est quoi les obstacles facilitateurs. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges et de discussions. Et ici, vous avez une petite image lors d'une des rencontres de quelques personnes qui étaient présentes. Il faut vous dire qu'on a fait ça avant la pandémie, puis on était déjà un peu novateur dans le sens qu'il y a une bonne partie des rencontres qui se sont faites en présentiel et ça a été bien agréable, comme vous pouvez voir les sourires sur la photo. Mais on a aussi fait des rencontres en ligne et c'était majoritairement hybride. Donc, vous avez ici une partie du groupe, mais il y avait quand même une partie qui était à distance lors des rencontres. Puis grâce au soutien de Société inclusive et de Fabienne, qu'on voit ici, on a eu un bon succès, puis ça a bien fonctionné même sur le plan technique, là, de fonctionner de façon hybride, à la fois en présentiel et à distance. Donc, beaucoup d'organismes qui étaient représentés au groupe de travail, plusieurs qui faisaient partie aussi de l'équipe de recherche, mais on avait élargi l'équipe de recherche à l'aide aussi des résultats du scan environnemental pour aller chercher d'autres partenaires pour travailler à la planification stratégique. Donc, concrètement, comment ça s'est fait? C'est à travers plusieurs rencontres. On avait le comité exécutif qui était nous, avec Patrick, avec le soutien de la firme externe et des représentants comme Méric Sauvé qui était assistant de recherche au Harry PPH à cette époque-là. Donc, on avait un petit comité qui planifiait les rencontres, qui faisait les comptes rendus à travers des rencontres du groupe de travail mélangées avec l'équipe de recherche qui regroupait à une bonne vingtaine de personnes, des fois 25. Comme je le disais, à la fois des fois en présentiel, des fois en ligne, sur du 23 février au 11 octobre 2019, donc sur à peu près 1 an et demi, puis avec le soutien de Lara Evoy, entre autres, et Judith de la firme externe. Je vous ai mis la figure, je sais qu'elle n'a pas été peurante, c'est juste pour vous montrer globalement qu'est-ce que ça peut avoir l'air quand on parle d'innovation sociale et de planification stratégique. Puis on va regarder peut-être un petit peu plus en détail certains aspects comme les changements ultimes qui sont visés à plus long terme et l'impact ultime, un peu les objectifs ici et les stratégies qui ont mené au plan d'action. Alors ici, c'est en anglais parce que c'est la figure qui fait partie de l'article qui a finalement été récemment accepté dans une revue que vous pourrez consulter. Mais ici, je vous présente juste un petit peu plus précisément le contenu du plan d'action. Donc, les changements ultimes visés. L'impact ultime qu'on s'est entendu, c'est de développer une offre d'activités de formation et de sensibilisation qui est efficace, cohérente, qui adopte l'approche basée sur les évidences, qui cible tous les acteurs de la société civile et qui porte sur les personnes ayant tout type de différences fonctionnelles. J'ai fait exprès de mettre des termes soulignés
parce qu'avec le groupe, on s'est entendu aussi ça devait s'accompagner d'un lexique pour définir ces termes-là. Et un des échanges qu'on a eus, c'est entre autres sur l'utilisation du terme personne en situation de handicap avec limitation fonctionnelle, différence fonctionnelle pour finalement s'entendre avec un consensus d'utiliser le terme différence fonctionnelle pour inclure, être le plus inclusif possible. Donc, ultimement, ce qu'on vise, c'est une participation sociale optimale, éliminer les préjugés, ou en tout cas contribuer à éliminer les préjugés, la discrimination par la formation, la sensibilisation pour atteindre une société inclusive, puis l'exercice effectif des droits humains. Les deux grands objectifs, d'une certaine façon, donc l'énoncé d'impact visé, c'est dans les 5 prochaines années, la conception et le développement d'une méthodologie de mesure d'impact partagé. On a vu avec le SCAN comme quoi c'était lacunaire actuellement en formation sensibilisation de mesurer l'impact des différentes activités qui sont offertes. Et deuxièmement, identifier les compétences visées et les savoirs essentiels à inclure dans ces activités de formation et de sensibilisation qui prennent appui sur une pratique basée sur les évidences. Donc, ils tiennent compte à la fois des évidences scientifiques, des savoirs tacites et qui prennent en considération aussi les préférences des personnes avec différences fonctionnelles. Donc, plus précisément, vous avez ici des exemples pour la première impact visé, donc une mesure d'impact partagé, comment concrètement ça peut prendre forme. On s'est dit qu'il fallait adhérer à une vision commune, à un langage commun. Ça, c'est un défi aussi qu'on rencontre sur le terrain, d'avoir une meilleure compréhension des obstacles et des conditions de succès, avoir une capacité accrue à identifier les besoins en matière de recherche et d'intervention, capacité accrue aussi à évaluer les effets et les impacts des interventions, puis création d'outils conviviaux et accessibles à tous les acteurs. Pour le deuxième résultat visé, qui est l'identification des compétences et des savoirs essentiels, les exemples ici que vous avez, c'est adhésion à une vision commune évolutive des compétences et savoirs essentiels, compréhension de la situation et des besoins des personnes, puis l'intégration de l'approche basée sur les évidences. Tout ça centré sur tout ce qui est activité de formation et de sensibilisation. Donc, le plan d'action, qu'est-ce qui inclut actuellement? C'est de mettre en place les conditions qui assurent la pérennité du projet, renforcer la mobilisation, l'ouverture et l'intérêt des partenaires stratégiques clés, assurer la création d'outils communs en évaluation des effets et des impacts, des activités de formation et de sensibilisation, puis assurer un recensement, diffusion et valorisation des meilleures pratiques. Fait que ce que vous avez ici, c'est un peu un survol. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un peu un survol du contenu, du plan d'action, des travaux qui ont été faits. Et ce qui est super intéressant et merveilleux avec ce projet de recherche, c'est qu'il y a une suite au projet de recherche. Et donc, les participants, nos partenaires, se sont commis, ont trouvé ça suffisamment important pour dire que ça ne peut pas juste rester là avec un article scientifique qui est publié. Il faut que tout le travail qui a été fait mène à quelque chose, parce que c'est vraiment juste les fondements, mais maintenant, il faut passer à l'action. Et donc, il y a une table de concertation, c'est la table nationale, que j'ai mis ici juste l'abréviation, qu'on y a donné pour l'instant et ça pourrait changer, mais la table nationale en formation, sensibilisation des personnes en situation de handicap, qui maintenant, en fait, c'est certains de nos partenaires qui ont pris le leadership, donc Marc Saint-Onge à la QLPH et Pauline Chenou, qui est coordonnatrice au RIPPH, entre autres, qui sont un peu les deux porteurs pour la suite. Moi et Patrick, comme co-chercheurs principaux, on reste en étroite collaboration avec l'équipe pour la suite, pour soutenir la transition. Et donc, il y a un comité de démarrage qui est en chantier. Il y a eu une grande activité auquel plusieurs d'entre vous ont probablement participé à l'automne dernier, où il y a eu le lancement de la table. Il y avait beaucoup de monde. On a fait des petits groupes pour aller recueillir un peu les intérêts de tout le monde. Et donc, ce qui s'en vient prochainement, c'est qu'il y aura un sondage qui va vous être envoyé à tout le monde pour voir quel est votre intérêt à contribuer, à pérenniser cette table-là et à mettre ça de l'avant. Avez-vous quelque chose à ajouter, mesdames? Parfait, Annie. Tout est beau. Alors, on vous remercie beaucoup de votre attention et au plaisir de répondre à vos questions en présentiel.
Et là, je vais nous déplacer une dernière fois ici au milieu de la foule.